L'actualité se poursuit sur Gabon Première et c'est dans cette dernière édition d'information. Bienvenue à tous. Le lancement officiel du vaste programme de construction de 3100 logements à Bikele et Essassa, c'est le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a procédé au lancement officiel de ce vaste projet. Au-delà d'un simple projet immobilier, cette initiative constitue une réponse concrète à l'une des préoccupations les plus importantes des populations, l'accès à un logement moderne et accessible. On en parle avec Bienvenue Minko, Armand Moupende et Gildas Louba Anderi. Bikele change à vue d'œil. Là où s'étendaient hier encore de vastes espaces verts, s'élève aujourd'hui une nouvelle cité, symbole concret d'une ambition du chef de l'État, devenue réalité, celle d'offrir à chaque Gabonais la possibilité d'accéder à un logement digne. La Société nationale immobilière a reçu de l'État la mission de porter ce vaste programme. Consciente de l'importance de cette responsabilité, l'ASNI s'engage à conduire ce projet avec rigueur, transparence, efficacité et dans le strict respect des normes de qualité et des délais fixés. Un Gabonais, un toit. Cette promesse portée par le président de la République franchit une nouvelle étape décisive avec le lancement officiel d'un vaste programme de 3100 logements sociaux à Bikele. Aujourd'hui, cet engagement se matérialise par la mise en place d'une ligne de financement à hauteur de 60 milliards de francs CFA dans sa première tranche. Ce financement sera déployé en partenariat avec le ministère du Logement, de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre, la Société nationale immobilière, les entreprises de construction, les bureaux de titre de contrôle, avec une exigence que chaque franc investi se transforme en mètres carrés habitables dans les délais. Évalué à 128 milliards de francs CFA et soutenu par BGFI Bank et Coris Bank International, ce projet constitue l'une des matérialisations les plus concrètes du troisième pilier du projet de société du chef de l'État, garantir un habitat décent au plus grand nombre et redonner à chaque famille gabonaise la dignité, la stabilité et la sécurité que procure un foyer. Je voudrais souligner ici un élément particulièrement important. Le financement de cette opération a été porté par une filiale de Coris Bank International, l'une des filiales de l'Afrique centrale, qui a mobilisé les ressources nécessaires pour permettre le démarrage effectif de ce projet stratégique. En procédant lui-même au lancement des travaux, le chef de l'État a tenu à visiter les maisons témoins, les infrastructures en cours d'aménagement ainsi que l'ensemble du chantier. À travers ce programme, il ne s'agit pas uniquement de construire des bâtiments, mais de bâtir aussi des vies, de renforcer la cohésion sociale et d'offrir de nouvelles perspectives à des milliers de familles. Déployée sur près de 10 hectares, la future cité de Bikele incarne cette vision moderne du développement urbain. Infrastructures scolaires, sanitaires et espaces de loisirs viendront compléter l'offre résidentielle afin de créer un véritable cadre de vie intégré. Cette approche marque une rupture avec les modèles du passé. Désormais, l'habitat n'est plus pensé comme une simple succession de logements, mais comme un environnement complet permettant aux populations d'accéder à proximité aux services essentiels. Face à la forte pression démographique du Grand Libreville et à la demande croissante en logement, ce programme apparaît comme une réponse structurante et durable. Il contribuera à réduire le déficit en habitat, à favoriser l'accession à la propriété, mais aussi à améliorer significativement les conditions de vie de milliers de Gabonais. À Bikele, ce ne sont donc pas seulement des murs qui sortent de terre, c'est une vision qui prend forme, celle d'un Gabon où chaque citoyen peut aspirer à posséder son propre toit dans un cadre moderne, sécurisé et digne. Une vision portée par le président de la République et qui, pierre après pierre, transforme aujourd'hui l'espérance en réalité.
Également, le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, a tenu à recevoir en audience les partenaires immobiliers qui sont à l'œuvre dans l'exécution des travaux de construction des logements sociaux. Le point dans ce condensé avec la communication présidentielle. L'accès à un logement décent constitue l'un des piliers majeurs du projet de société du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Fidèle à cet engagement, le chef de l'État a accordé une audience à la délégation de partenaires immobiliers et financiers venus réaffirmer leur volonté de l'accompagner dans son ambitieux programme de construction de logements sociaux. Les partenaires ont réitéré leur engagement à mobiliser les ressources techniques et financières nécessaires à la concrétisation de cette vision. C'est une banque qui vient s'installer au Gabon parce qu'elle croit en la vision du chef de l'État et vient pour nous accompagner dans le financement des différents projets liés à la réalisation des infrastructures, notamment dans les logements. Et tout à l'heure, donc, le président de la banque s'est engagé au-delà des logements à poursuivre dans la réalisation de d'autres infrastructures, notamment les infrastructures routières. La nécessité d'accélérer la mise en œuvre des projets permettra de répondre aux attentes des populations. Les partenaires impliqués ont notamment confirmé le respect des délais de réalisation. Ce projet se fera sur 2 ans et demi. Et en tout cas, ce sera dans les délais. Et on a été accompagné par la Coris Banque Internationale, qui est notre banque partenaire, qui a déjà tout disposé. Donc, je pense qu'on sera dans les délais. Offrir aux Gabonais un cadre de vie digne, y compris l'accès à la propriété, constitue ainsi un facteur essentiel de stabilité sociale et de cohésion nationale. En choisissant d'accompagner le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, dans cette politique de logement, les partenaires traduisent leur confiance dans les réformes engagées et dans la vision portée par le chef de l'État. Une vision qui entend faire du logement un véritable levier de développement économique et social. Améliorer les conditions de vie des populations en zone rurale et périurbaine à travers un meilleur accès aux services sociaux de base. C'est l'ambition du programme d'urgence de développement communautaire mis en œuvre par le gouvernement gabonais en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement. Les avancées de ce vaste chantier ont été au cœur d'une séance de travail présidée par le vice-président du gouvernement, Herman Imongo. Le point dans ce reportage. Le vice-président du gouvernement Herman Imongo a présidé une séance de travail au cours de laquelle il a été informé de l'état d'avancement du programme d'urgence de développement communautaire, mis en œuvre en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement. Le programme d'urgence de développement communautaire est le véhicule par lequel le chef de l'État s'est engagé à améliorer de façon significative les conditions de vie des populations qui vivent dans les zones les plus reculées du Gabon. La réunion était une opportunité de faire le point au vice-président du gouvernement, qui est également président du comité de pilotage politique de ce projet, sur la planification que nous avons faite dans la mise en œuvre de ces activités avec le programme des Nations Unies pour le développement, qui va être le maître d'ouvrage pour ce projet. Cette initiative majeure du gouvernement gabonais vise à améliorer l'accès des populations aux services sociaux de base, notamment l'eau potable, l'électricité, les infrastructures de santé et les routes rurales. La mise en œuvre de ce projet va s'accélérer au cours des prochains mois. Nous voulons profiter notamment de la saison sèche pour mettre en place un certain nombre d'activités, notamment en matière de réhabilitation de centres de santé, réhabilitation d'écoles, construction de forages. Pour la sélection des villages, nous avons travaillé avec les élus nationaux qui sont présents à Libreville. Nous avons travaillé également avec les membres du gouvernement pour nous assurer que nous choisissons en priorité les villages qui sont les plus peuplés pour avoir un plus fort impact. Donc c'est un travail que nous avons fait au cours des dernières semaines. Nous avons
toute la liste des 3200 villages que compte aujourd'hui le Gabon, nous avons demandé aux élus nationaux de confirmer effectivement l'état de précarité de ces villages parce que nous avons reçu de très hautes instructions. Nous demandons de commencer à travailler dans ces villages-là. À l'issue des échanges, le coordonnateur de l'action gouvernementale Herman Imongo a réaffirmé l'engagement des autorités à poursuivre la mise en œuvre efficace de ce programme afin d'améliorer durablement les conditions de vie des populations et de renforcer le développement local sur l'ensemble du territoire national. Intitulé 15 ans d'action climatique au Gabon, enjeux, réalisations et perspectives. La conférence tenue dans le cadre de la deuxième journée de la semaine de l'environnement a donné lieu à des communications et des échanges sur la politique en matière d'environnement dans notre pays. Détails et explications avec Difren Dongobian et Bertin Osaga. Quelles sont les actions climatiques menées au Gabon ces 15 dernières années? C'est la problématique à travers laquelle le conférencier Rodrigue Abourou au Togo a apporté des réponses à travers les enjeux, les réalisations et les perspectives de cette thématique. En termes d'enjeux, ils peuvent être nombreux, mais on peut résumer ça par une seule phrase, c'est la participation de notre pays dans l'effort global de lutte contre le changement climatique. Je crois que ça, c'est le principal enjeu. Et cela amène à ce que le pays s'en implique à tous les niveaux. Sur le niveau politique, ça, depuis 2009 à Copenhague, la participation du président Ali. Au lendemain du coup de libération, donc en décembre 2023, on a vu la participation du président Oligui à Dubaï. Rien que ça, on peut comprendre l'implication hautement importante de la haute sphère de la classe politique. Il était également question de l'impact socio-culturel des actions climatiques. Pour lutter contre le changement climatique, nous avons un certain nombre d'actions qui sont menées en faveur des communautés, en faveur des populations rurales, mais également en faveur de la jeunesse. Donc j'entends par là, par exemple, tout ce qui est capté comme financement pour soutenir les ONG, pour soutenir la jeunesse, pour mener des actions qui contribuent par exemple à la gestion des déchets, activités en lien avec la gestion durable des déchets, en lien avec la restauration des écosystèmes, la réhabilitation par exemple des mangroves. Nous avons des ONG qui travaillent là-dessus, mais également en lien avec les programmes de sensibilisation. Ce deuxième jour de la semaine de l'environnement a été riche en communication, en réflexion et en échange dans l'intérêt de la valorisation des actions environnementales. Le médecin fabriqué, dernier ouvrage littéraire de l'écrivain Yaou Evenio, a été présenté au public. C'est le fruit de nombreuses observations sur les comportements humains et les réalités sociaux qui façonnent le quotidien de nos communautés. On en parle avec Jean-Augustin Zengui et Évariste Ndoutou. Présenté officiellement au cours d'une cérémonie de dédicace réunissant passionnés de lecture, hommes de lettres et amateurs d'écriture, l'ouvrage « Le médecin fabriqué » se veut à la fois un miroir de la société et une invitation à la réflexion. À travers ces pages, l'auteur met en lumière plusieurs aspects de la condition humaine tout en interpellant les consciences sur certaines dérives observées dans notre environnement. J'ai écrit cet ouvrage en observant notre société et ses mutations, ses dérives, mais aussi ses silences. Donc, j'y ai vu des individus façonnés, non pas par vocation, mais par pression sociale. Ce livre interpelle, certes, le monde médical, mais au fond, il s'adresse à chacun de nous. Pour les participants, le médecin fabriqué se distingue par sa forte portée pédagogique. Le livre véhicule des enseignements précieux et ouvre la voie à des échanges enrichissants sur nos valeurs. Il y a un message fort adressé à la société qui devrait, au lieu d'aller vers des raccourcis, aller plutôt vers la performance, de peur d'avoir des médecins fabriqués qui pourront exposer des vies humaines. Nous avons ici affaire à une œuvre qui correspond exactement à ce que veulent les institutions officielles en matière d'enseignement-apprentissage, notamment du français. Le livre peut aider valablement à faire en sorte que les élèves aient une expression correcte au niveau de l'oral comme à l'écrit. Le livre peut aider à développer la réflexion critique, tout comme il peut renforcer le statut de citoyenneté des élèves en les situant naturellement dans le monde actuel.
Par cette œuvre, l'auteur enrichit davantage le paysage littéraire et confirme sa volonté de faire de l'écriture un outil d'éveil de conscience, laissant désormais au lecteur le soin de s'approprier le message contenu dans le Médecin fabriqué. Cet ouvrage était bien axé aux réalités sociales qui façonnent le quotidien des populations. Parlons à présent de cette caravane de l'entrepreneuriat qui a réuni durant 2 jours incubateurs, experts du numérique et entrepreneurs venus partager leur expérience. De même, les acteurs économiques locaux et de la diaspora ont apporté un appui technique, matériel et financier aux futurs entrepreneurs. Yannick Menga pour les détails. Le soutien à l'entrepreneuriat et l'autonomie des jeunes, particulièrement dans le domaine du numérique, sont les maîtres mots des organisateurs de cette caravane de l'entrepreneuriat. 2 jours durant, incubateurs, entrepreneurs, experts dans le numérique ont ainsi échangé avec les jeunes. Plusieurs entrepreneurs gabonais, locaux et de la diaspora ont également apporté leur soutien technique, matériel et financier aux jeunes entrepreneurs en herbe. Il n'y a pas de sous-métier. On a trop souvent pensé que la logique, c'est juste être dans le bureau, alors que le bonheur, on est capable de le trouver partout. On leur a partagé déjà tout ce que nous avons déjà fait. Montrer qu'en réalité, ils peuvent, à partir du numérique, avoir un emploi, donc un métier. À travers le métier, ils peuvent devenir consultants, donc avoir une 2e source de revenus et avoir même une 3e source de revenus en étant entrepreneur. De continuer à chercher, de travailler, de créer elle-même ses propres opportunités, de toujours rester à l'écoute, de se rapprocher des adultes, des plus anciens, de ceux qui ont déjà fait quelque chose, parce que c'est pas en restant assis qu'on crée quelque chose. Des événements de ce type viennent cristalliser l'ambition d'autonomie et de solidarité des entrepreneurs nationaux et de la diaspora. On ne veut plus voir des jeunes abandonnés à eux-mêmes. Ils doivent se débrouiller, ils doivent être capables d'entreprendre et de réussir. Nous avons plusieurs jeunes entrepreneurs, des entrepreneurs qui ont décidé d'accompagner d'autres jeunes à s'autonomiser, qui se sont battus pour faire de cet événement un événement exceptionnel. Parce que nous, on nous dit que le numérique et l'entrepreneuriat sont le pétrole d'aujourd'hui. La formation et l'insertion professionnelle étant le cheval de bataille de l'État sous la Ve République, l'entrepreneuriat et le numérique pourraient s'inscrire comme une piste de solution fiable et pérenne. Et cet atelier de sensibilisation sur l'impact des écrans sur les enfants tenu au centre de rééducation Motamo de Sotiga suite aux chiffres alarmants de l'UNICEF déclarant qu'environ 25% des enfants de 2 ans sont déjà accros aux écrans. Plusieurs parents ont été sensibilisés par les spécialistes. On en parle avec Marlène Bina et Évariste Ndotoum. Les écrans sont partout autour de nous. Téléphone, tablette, console ou encore télévision. Les enfants sont exposés et les effets peuvent être néfastes. Chez les enfants, cela a énormément d'inconvénients, notamment sur le cerveau avec un ralentissement de l'apprentissage, les troubles de l'attention, donc une diminution de la concentration, sur le sommeil avec une fatigue chronique, de l'irritabilité chez les enfants, des insomnies, entretenu par justement l'action de l'écran sur les enfants, sur les yeux des enfants. Et le cerveau de l'enfant étant en développement, on a justement des zones qui peinent à maturer. Ce sont des enfants qui ne vont pas parler tôt. Il n'y aura pas d'interaction avec autrui, avec les parents, avec les amis. On a des enfants qui ont un retard de parole. C'est-à-dire, il n'y a même pas de premier mot, il n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman, on n'a pas de formation de phrases. Un atelier bien accueilli par les parents qui ont pu partager leurs diverses expériences. Depuis qu'on a vraiment fait le sévrage, il est calme. Même à l'école, il est calme à la maison. Il arrive à s'asseoir, à jouer, à participer au jeu avec ses sœurs, ce qu'il ne faisait pas avant. Donc, je vais dire que ça va. Avant, je laissais peut-être toute la journée, l'enfant était devant l'écran. Mais avec ce que j'ai appris aujourd'hui, je saurais déjà comment gérer. Il est bien vrai qu'un enfant devant un écran devient silencieux. Oui, mais à quel prix ?
À Mindik, dans le département de Lokano, une caravane médicale sino-gabonaise de 2 jours, organisée par une ONG, a redonné espoir à des centaines de patients venus bénéficier gratuitement de consultations et de soins. Sheila Mebale, Elodie Inyonga et Adeline Kanabaga pour les détails. Pendant 2 jours, l'hôpital départemental de Mindik a vécu au rythme de la solidarité. Organisé par l'ONG et Dzomza et l'ambassade de Chine au Gabon à travers la mission médicale chinoise, la caravane médicale a mobilisé médecins et bénévoles au chevet de population. Après une visite de courtoisie au préfet et un état des lieux de l'hôpital, les consultations ont rapidement débuté. Des centaines de patients, parfois venus de loin, ont rencontré les spécialistes. Consultations, dépistage et interventions de petite chirurgie se sont succédés, offrant à de nombreux malades l'accès à des soins qu'ils attendaient depuis longtemps. Nous remercions cette petite sœur, vraiment de Mindik, qui a pensé à nous, ses grandes sœurs, ses mamans, ses arrières, ses grands-parents, parce que ce n'est pas à la portée de n'importe qui de rencontrer des médecins, surtout les Chinois, qui viennent les plus libres. Nous souhaitons que ce genre de gestes soient pérennes. Un engagement qui a profondément marqué les populations au point de susciter une forte demande pour une nouvelle mission médicale. Il est important de le rappeler que les ONG viennent en appui aux politiques publiques. Et dans cette optique, nous nous alignons à la vision du président de la République, son Excellence Brice-Clotaire Oligui Nguema, qui nous encourage de montrer notre volonté pour la restauration de la dignité de la vie humaine de façon générale et des Gabonais en particulier. Une attente à laquelle le chef de la mission médicale chinoise a répondu par une promesse: revenir prochainement à Mindik pour une seconde caravane. Je remercie l'hôpital départemental de Mindik parce que l'hôpital nous a fourni le bloc opératoire, il y avait les personnels médicaux. Un espoir de plus pour les habitants de Lokano qui voient dans cette initiative, bien plus qu'une simple campagne de soins, un véritable geste de solidarité. Parlons à présent de l'installation des cellules de base de l'Union démocratique des bâtisseurs, UDB, dans le département des Plateaux. Nous sommes là dans la province du Haut-Ogooué. On en parle avec Guy Madjopa Sangouetaba et Émiché Waladjaï. Ayant raflé la mise lors des dernières élections générales, l'Union démocratique des bâtisseurs a placé dans sa délégation des Plateaux et celle de la commune de Lekoni des hommes et femmes à même de maintenir l'emprise du parti dans le département. Des équipes déterminées et engagées. Au regard de notre position enviable, nous vous rassurons aujourd'hui de notre détermination et confirmons notre engagement à faire des Plateaux un fief incontournable de l'UDB. Présent dans les Plateaux, le secrétaire général de l'UDB a demandé aux délégués installés de relayer effectivement la vision politique du fondateur, mais aussi de rester ouverts au reste des Gabonais. Vous êtes au service des populations de Lekoni. Vous devez recevoir tout le monde. Ceux qui ont voté pour nous, mais aussi ceux qui n'ont pas voté pour nous parce que ce sont des Gabonais. Lorsqu'il y a des situations ici, lorsqu'il y a des doléances ici, il faut les remonter au niveau de la hiérarchie du parti pour que ça arrive chez le président. Parce que c'est lui qui porte les solutions. De même, lorsque le président pose des actes pour les populations de Lekoni, il faut venir vers mes mamans qui sont là, vers mes papas qui sont là-bas, pour rendre compte de ce que leur fils fait pour eux et pour Lekoni. À Lekoni, Maïs Moussi a également transmis des équipements sportifs aux jeunes du département. Pour nous, c'est un sentiment d'allégresse et de joie et nous croyons que ce ne serait pas la dernière. Nous croyons que nous aurons la possibilité de soumettre davantage nos doléances au président par le canal des dirigeants qu'il met à notre disposition. On était dans ce besoin et justement, merci encore pour le chef qui a bien voulu honorer la sélection. Des Plateaux, La voie secondaire du carrefour Bambochine, terminus, terre promise, école primaire Montalier se trouve dans un état de dégradation. Situation préoccupante pour les habitants qui ne savent plus à quel sens se vouer. On voit cela avec Évrard Mbani Pitake et Guy Serge Dizambo.
Les habitants du quartier Montalier revendiquent le démarrage des travaux de pavage de la voie reliant l'école primaire Montalier, terminus terre promise au carrefour Bambochine. Vraiment, nous implorons le service de l'État qu'ils viennent vraiment regarder la situation des gens de Montalier, la population de Montalier, parce que là, les vacances, nous sommes un peu bien. Les pluies, c'est pas possible. Les enfants ont des difficultés pour aller à l'école. Il faut changer au moins, il faut avoir au moins 2 paires de chaussures. Comment aller travailler s'il faut sortir les pieds dans la boue? C'est très difficile, même les véhicules, dès qu'il pleut, les gens qui habitent ici ne peuvent pas accéder. Ce linéaire est un véritable chemin de croix pour plusieurs raisons, au grand désarroi des usagers. Chez nous, on reste toujours dans l'oubli. Ils viennent dans le quartier, les agents de TP, les anciens d'Allo qu'avait laissé la société Thales, ils se permettent de venir les chercher pour aller arranger un autre quartier. Nous, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on va être délaissé jusqu'à maintenant. Une équipe était allée voir le ministre à cause du pont qui était coupé. Et le ministre nous a dit tout de suite qu'après la réparation du pont, il y aura les travaux de la route qui vont suivre. Et là, après le pont, voilà que les engins sont partis et nous sommes restés comme ça. Montalier, Bangolo. Donc la route partant de Sekado, lycée Montalier. Cette route doit être faite parce qu'elle a été payée par la BAD. La réhabilitation de cette voie secondaire permettrait aux usagers de vaquer sereinement en toute saison à leurs occupations quotidiennes. Parlons aussi de cette cérémonie de remise des diplômes aux étudiants de la 16e promotion du Centre de formation théologique et lever le standard récemment au temple Péniel Sibon III des Assemblées de Dieu du Gabon et aux étudiants de la 36e promotion de l'Institut biblique Mont-Carmel. Le point avec Adam Touleux et Gérard Magnagna. Après 2 années de formation, les 57 diplômés de la 16e promotion du Centre de formation théologique et lever le standard ont reçu leur parchemin. Désormais aptes à accompagner les responsables des lieux de culte dans l'exercice de leur ministère, ils viennent de porter à 435 le nombre total de personnes formées par l'établissement depuis sa création. La formation biblique et théologique dans les assemblées de Dieu du Gabon n'est pas une fin en soi. Elle répond à des objectifs précis. Elle constitue une nécessité pour tout serviteur de Dieu désireux d'exercer un ministère fidèle, équilibré et fructueux. Elle ne remplace ni l'onction du Saint-Esprit, ni la vie de prière, mais elle permet aux croyants et aux ministres de mieux comprendre, enseigner et appliquer la parole de Dieu. Une cérémonie empreinte de solennité mise à profit par le parrain de la promotion pour exhorter ses filleuls à faire preuve de rigueur, de dévouement et de fidélité dans leur engagement au service de la maison de Dieu. Il vous appartient désormais de faire la démonstration au sein de vos églises locales, de vos milieux professionnels et de vos cellules familiales d'une efficacité managériale et spirituelle exemplaire, incarnant les valeurs éthiques les plus élevées. Cette célébration a également été marquée par la sortie de la 36e promotion de l'Institut biblique Mont-Carmel. Après 3 années de formation, 5 étudiants ont été consacrés comme pasteurs stagiaires prêts à poursuivre leur parcours ministériel au sein de l'Église. Dans ce journal, on parle aussi des Olympiades Festischool 2026. Cette année, sur un même plateau, les talents venus des 9 provinces du pays, une mobilisation soutenue par l'UNICEF, placée sous le parrainage de l'UNESCO et honorée par la présence du vice-président du gouvernement. Les temps forts avec Ruth Mignolet, Sanzou et Gérard Mindou. Sur la scène, le choc des générations a laissé place à une harmonie parfaite. Entre les chants de chorales scolaires dont les voix portaient haut des textes inspirés de notre patrimoine et les chorégraphies audacieuses, la transmission entre tradition et modernité a été le fil conducteur de la journée. D'un côté, la danse traditionnelle exécutée avec une précision rigoureuse par des élèves connectés à leurs racines, rappelant la puissance du geste ancestral.
La danse moderne où la jeunesse gabonaise réinvente les rythmes urbains en y injectant une énergie purement locale. On a vu des enfants s'approprier les codes, non pas comme de simples exécutants, mais comme les gardiens d'un héritage en mouvement. C'est là toute la réussite de cette édition, démontrer que la culture gabonaise n'est pas figée dans le passé, mais qu'elle est un langage vivant, parlé et dansé avec brio par nos écoliers dès le plus jeune âge. En cultivant ce lien entre rigueur scolaire et liberté créative, nous donnons à ces jeunes les clés pour porter à leur tour le flambeau de la culture gabonaise sur les scènes du monde entier. Fin de ce journal, je vous dis à demain et que Dieu vous bénisse.